Les surtaxes américaines entrent donc en application aujourd'hui. Bonjour Bruno de Moura-Fernandez. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau ce matin en direct sur BFM Business, directeur de la recherche macroéconomique chez Coface. Alors d'abord, il faut le rappeler, Bruno, l'accord commercial trouvé entre Bruxelles et Washington, il a été lourdement critiqué. Pourtant, quand on fait le bilan aujourd'hui au niveau mondial, qu'on prend un petit peu de recul, les Européens s'en sortent quand même pas si mal que ça, non? Avec 15%, à part les Britanniques qui sont à 10%, oui. Les Japonais sont aussi à 15%, et ensuite, quasiment tout le reste du monde est à beaucoup plus. Oui, globalement, c'est vrai. Surtout nos principaux concurrents, en fait, sur le marché américain. On voit bien que, effectivement, le Japon a pris 15%, la Corée du Sud aussi, et puis après, bon, les autres pays, globalement, ont pris 19%, 20%. Certains, bon, c'est ceux dont on parle le plus maintenant, comme le Brésil, 50%, la Suisse 39%, l'Inde maintenant est aussi à 50%. Donc oui, on peut penser que c'est un moindre mal, pour le moment en tout cas, et après on va voir si on a réussi à négocier d'autres exemptions. Et entre les 27, il n'y aura pas de bisbille cette fois-ci, puisque tout le monde est logé à la même enseigne, quasiment en tout cas. C'est quoi? C'est la sidérurgie quand même, enfin, qui est taxée à hauteur de 50%, mais ça va concerner l'ensemble de l'industrie européenne. Pour le reste, on parle des viticulteurs notamment, qui espéraient être exemptés. Finalement, aujourd'hui, en tout cas, à l'heure actuelle où on se parle, ils sont eux aussi à 15%. Mais c'est 15% en Italie, c'est 15% au Portugal, c'est 15% en Espagne. Oui, vous avez raison. En fait, c'est l'un des points aussi, je pense, importants, surtout lorsqu'on compare à ce qui s'est passé en 2019. À l'époque, donc, le vin français et espagnol avait été taxé à 25%, mais le vin italien, par exemple, avait lui été exempté. Et donc, en fait, finalement, le vin français avait perdu des parts de marché aux États-Unis, mais au profit du vin italien principalement. Aussi un peu au profit du vin néo-zélandais, mais surtout du vin italien. Pareil pour l'huile d'olive espagnole, elle avait perdu justement des parts de marché par rapport à l'Italie. Cette fois, on est tous logés à la même enseigne, donc on n'aurait pas à avoir... Le risque, c'est quoi? C'est que le consommateur américain achète moins de vin? Alors, soit achète moins de vin, soit aille acheter du vin néo-zélandais, par exemple. Qui est moins cher? Oui, globalement, en fait, et qui en plus, bon, eux, normalement, ont pris 10% de droits de douane. On a aussi typiquement du vin argentin, par exemple, qui peuvent aussi, voilà, ces vins qu'on dit émergents, avec une différence de 5%, est-ce que ce sera suffisant pour qu'ils se reportent plutôt sur les vins émergents? C'est la question. Et puis, le vin californien aussi, typiquement. Est-ce que typiquement le vin américain, avec cette surtaxe de 15%, va finalement réussir à prendre des parts de marché aux vins européens? C'est aussi... une des grandes questions. Parce que c'est l'objectif final de Donald Trump derrière tout ça. C'est vrai que c'est moins évident dans la viticulture, mais vous faites bien de le souligner avec le vin californien. Mais c'est de rapatrier les industries, les productions de tous les secteurs sur le territoire national, enfin aux États-Unis. C'est un pari difficile quand même, surtout que quand on voit que en fait, c'est 15% aujourd'hui, mais potentiellement dans 6 mois, ça sera encore autre chose. On connaît un petit peu la personnalité de Donald Trump, donc c'est difficile de se projeter et de se dire quand on est un industriel, oui, je vais aller délocaliser ou relocaliser aux États-Unis. C'est exactement ça. En fait, ce qu'on voit là, c'est clairement que l'incertitude, pour l'instant, ne paye pas, ou en tout cas, aura du mal à payer de façon concrète, en fait, sur vraiment... les entreprises, est-ce qu'elles vont vraiment aller relocaliser leur production? Est-ce qu'elles vont investir dans des usines? On parle de projets de 5, 10 ans ou plus, en sachant que du jour au lendemain, on peut finalement soit trouver un accord, donc avoir moins de droits de douane, soit finalement d'ailleurs aller dans un autre pays, parce que d'autres pays vont peut-être réussir à négocier des droits de douane moins importants. Est-ce que dans ce secteur-là, on va avoir des exemptions? Donc en fait, toute cette incertitude rend très difficile le fait de prendre justement une décision et de choisir d'aller aux États-Unis pour 5-10 ans, alors même que Donald Trump, bon, la prochaine élection, c'est les mi-termes, dans un an et demi, et puis ensuite l'élection présidentielle dans 3 ans. Donc en fait, on voit bien que là, il y a un peu un décalage entre ce que souhaiterait Trump et en même temps sa stratégie probablement, qui génère plus d'incertitude qu'autre chose pour l'instant. Il y a un secteur qui s'en sort plutôt bien en France et en Europe, et heureusement pour la France d'ailleurs, c'est l'aéronautique. On voit que c'est une industrie manufacturière motrice. Pour la France, si l'aéronautique avait été taxée, ça aurait été peut-être encore plus douloureux. Oui, parce que c'est effectivement une partie importante de nos exportations vers les États-Unis. On est autour de quasiment 20% lorsqu'on prend les avions, mais aussi les pièces. Après, il faut quand même avoir en tête que globalement, c'est une industrie qui déjà en ce moment a des problèmes de production. En fait, ce qu'on voit en France, c'est que globalement, on n'a toujours pas retrouvé le niveau de production de 2019 parce qu'on avait des problèmes d'approvisionnement, notamment et difficultés à monter en
en cadence. Donc effectivement, si on avait eu du mal en plus à exporter vers les États-Unis, ça aurait été encore une autre difficulté pour le secteur, alors même que les carnets de commandes sont pleins. Bien sûr. Bruno de Moura-Fernandez, est-ce que ça montre la toute-puissance américaine? Parce qu'à part la Chine qui s'est autorisée un bras de fer, on a vu que pendant quelques jours, ça montait à 100, 150% de droits de douane jusqu'à ce qu'il y ait des discussions qui soient ouvertes. Bon, il y a le Mexique aussi qui est un cas particulier, mais le reste du monde, c'est plutôt laisser faire d'une certaine manière. Ursula von der Leyen a réussi à avoir 15 au lieu de 30. C'était un peu la menace qui planait au-dessus de Bruxelles. Mais globalement, ça montre que c'est Donald Trump qui mène le jeu. C'est une question de pouvoir de négociation, tout simplement. En fait, on voit bien que la Chine, même là, en fait, dernièrement, lorsqu'elle a en fait retenu ses exportations de minéraux critiques, en fait, et de terres rares, ça a eu un impact sur les États-Unis qui finalement sont aussi revenus en arrière. Mais pour les Européens, quel serait le levier? Parce qu'on dit beaucoup, on entend beaucoup, en tout cas les différents gouvernements des 27 dire que von der Leyen n'a pas activé les leviers qu'elle avait à sa disposition pour justement faire une vraie négociation. La grande incertitude, ça aurait été la réaction des États-Unis, en fait. Et probablement, on a plutôt choisi le moindre mal. Et il faut aussi avoir en tête que globalement, en Europe, on a parfois des intérêts qui sont divergents. Ou en tout cas, typiquement, on voit bien que les pays d'Europe de l'Est, eux, sont beaucoup plus sensibles à la question géopolitique. Et eux savent qu'ils ont besoin du soutien américain sur le front, justement, de l'Est et vis-à-vis de la Russie. Donc eux, typiquement, étaient moins prêts à aller au clash. Puis après, il y a aussi les pays, on va dire, très exportateurs et dépendants des exportations, comme l'Italie, l'Allemagne, l'Irlande aussi, typiquement sur la pharma. Donc, c'est pour ça, en fait, aussi, on n'a pas tous forcément les mêmes vulnérabilités et ni la même exposition vis-à-vis des États-Unis. Et justement, il n'y aura donc pas une stratégie à adopter, mais ça va être du cas par cas en fonction des pays, en fonction du niveau d'activité aux États-Unis, en fonction des secteurs. Oui, en fait, c'est aussi l'une des grandes interrogations. C'est est-ce que ça va avoir un impact positif sur l'économie américaine? La plupart des économistes s'accordent à dire que non, que l'impact sera surtout négatif. En fait, on voit déjà en fait un ralentissement de la demande domestique, ralentissement de l'investissement, ralentissement de la consommation, et on peut s'attendre à ce que globalement, voilà, on n'ait pas forcément beaucoup plus de relocalisation de production, mais plutôt des hausses de coûts. En fait, parce que lorsqu'on interroge les entreprises américaines, c'est ce qu'ont fait notamment les Fed régionales, on voit que 90% d'entre elles disent bah, ça va être soit nous, donc les entreprises américaines, soit le consommateur qui va prendre en charge ce coût. Ce qui laisserait seulement 10% de coût justement aux exportateurs étrangers. Donc forcément, ça a un impact négatif. Apple qui va investir 500 milliards et qui a annoncé hier Tim Cook dans le bureau ovale, comme c'est devenu la tradition à côté de Donald Trump, a annoncé 100 milliards de dollars d'investissement supplémentaires. Ça va être une stratégie payante pour la marque, ça, à terme? Alors, en fait, sur toutes ces annonces-là, je pense qu'il faut aussi, on va dire, réussir à distinguer ce qui va être concrètement réalisé. En fait, c'est comme souvent dans ces annonces-là, le but, c'est de mettre un package pour avoir un chiffre extrêmement important, alors qu'en fait, c'est peut-être des investissements qui sont sur le très long terme et qui mélangent aussi typiquement de la masse salariale. Enfin, en fait, il faut vraiment faire attention à toutes ces annonces. Mais oui, ce qui est vrai, c'est que ça va dans le bon sens pour eux. Parce qu'en fait, ils sont en train d'amadouer, on va dire, le président Trump, mais comme la plupart des entreprises de la tech, en fait, en réalité. C'est pour ça va faire des iPhones encore plus chers. Alors, il faut voir, effectivement, si en fait vraiment ils relocalisent toute leur production ou même l'intégralité de la production de certains iPhones, oui. Mais en réalité, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est plutôt qu'ils vont effectivement investir 2,5 milliards dans la production de verre. Mais après, sur le reste, pour l'instant, ils sont encore hyper dépendants de la production en Chine notamment. Bon, ils ont aussi dit en Inde, mais en fait, ça passe beaucoup par la Chine. Est-ce qu'on va pouvoir aboutir à une stabilité commerciale dans cette configuration, avec encore toutes ces incertitudes qu'il y a sur une politique tarifaire qui est quand même assez instable? Sur les prochaines semaines, non. En fait, pour l'instant, on voit bien d'ailleurs, il l'a dit, sur les semi-conducteurs, il a annoncé 100%, mais sans dire vraiment à partir de quand, ni quelles seraient les exemptions. Sur la pharma, on attend aussi la semaine prochaine en fait, l'annonce de nouveaux droits de douane. Il reste encore évidemment une négociation avec la Chine qui ne sont pas terminées, donc on a encore beaucoup de négociations. À ça, il faut ajouter l'Union européenne qui souhaite négocier encore en deuxième partie de l'année. Donc en fait, et aussi je pense qu'il faut avoir en tête que probablement dans quelques mois ou dans quelques années,
Donald Trump va se rendre compte que le déficit commercial américain ne s'est pas vraiment résorbé. Donc, est-ce qu'il va à nouveau ouvrir de nouvelles négociations, de nouvelles menaces? C'est une grande question aussi. Bon, ça sera à suivre dans les prochaines semaines. Merci beaucoup à Bruno Demoura-Fernandez pour votre analyse et votre expertise avec nous ce matin, directeur de la recherche macroéconomique chez Coface.